C'est-à-dire que l'extrême droite pèse tellement lourd dans l'institution policière que personne, que ce soit parmi les ministres de l'Intérieur, les hommes politiques ou les responsables de l'institution, n'ose s'y attaquer. Parce qu'il n'y a pas de contrepoids, en fait. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la peau d'un politicien. Il se dit, si je m'attaque au problème du racisme dans la police, je me mets la profession à dos avec tout ce que ça implique, en termes de poids, en termes de fuite d'informations, en termes de procédures, etc. Et puis en face, s'il s'agit notamment des musulmans, en face, il n'y a personne. C'est-à-dire que si effectivement je m'attaque au racisme, j'ai personne dans la poche. C'est-à-dire du côté des musulmans, des institutions musulmanes, eux, ils raisonnent comme ça, si vous voulez. Ils ne sont pas tous dans C'est un un rapport souci de force, ouais. voilà, et si vous voulez, la communauté musulmane aujourd'hui, si elle existe, elle pèse zéro en termes de rapport de force, que ce soit au plan électoral, que ce soit au plan politique. Il y a une violence dans les échanges verbaux au quotidien entre certains policiers qui est une violence raciste en fait, qui est inadmissible, qui est condamnable par la loi. Et j'ai toujours critiqué l'IGPN sur justement cette propension qu'avait l'IGPN à laisser faire en fait, c'est-à-dire à fermer les yeux. Moi, je suis passé le 3 janvier 2017 dans l'émission quotidienne d'Yann Barthès, à l'époque à visage flouté, pour dénoncer justement des mails racistes, des échanges de mails racistes entre policiers. Et ça a été le premier acte, on va dire, de mon passage à tabac au plan administratif, en tout cas par l'IGPN, parce qu'il y a une chape de plomb autour de cette question-là. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la tribune des pirates avec Noam Anouar, policier, syndicaliste, ancien membre des renseignements généraux et soutien des Gilets jaunes. Noam Anouar, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, j'aimerais revenir à ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Pourquoi n'avoir pas dénoncé ce qui s'apparente pour beaucoup à une bavure policière ? Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui prouve que c'est une bavure policière. Donc si on considère que le mis en cause dans cette affaire est le policier, il a le droit au bénéfice du doute. Et donc, naturellement, à partir du moment où on n'a rien qui caractérise l'acte volontaire, il n'y a aucune raison, en tout cas à mon sens. Après, moi, je suis, jusqu'à preuve du contraire, déjà un élément neutre dans cette affaire. Je ne suis pas un élément instructeur, enquêteur. Je ne suis pas non plus un témoin. Et donc, l'élément intentionnel, c'est-à-dire qui pourrait faire condamner le policier, moi, il y a rien qui le caractérise ou qui me le prouve. Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas parler de violence policière, tout simplement. Et il faut aussi ne pas perdre de vue que moi, je suis syndicaliste policier. Donc, même si effectivement, j'ai eu la sympathie de pas mal de personnes parce que j'ai toujours essayé d'être le plus neutre et le plus juste possible, je suis quand même un défenseur de ma profession et donc, naturellement, sauf élément incriminant de façon certaine ce policier, je ne peux pas me permettre comme ça, pour faire de la surenchère, de dénoncer une violence policière. Ouais, donc vous attendez un peu plus d'informations, mais le problème de ce type d'affaires, c'est qu'au bout de 6 mois, on apprend vraiment ce qui s'est passé. Le temps est plutôt notre allié, en fait, quand on veut faire un travail sérieux. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas un policier sérieux et un enquêteur sérieux si je vous disais non, on va tout de suite savoir en 2 heures ou en 48 heures sur la base de ce que disent les quelques personnes qui étaient autour, ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Le temps est toujours de toute façon un allié dans ces circonstances. Et donc, de toute façon, bon, que les choses soient claires. Le policier a ouvert la portière, il y a eu une collision entre le motard et la portière. Ça, c'est un élément factuel. Mais après, ce qui s'est passé dans la tête du policier, est-ce qu'il a fait volontairement ou pas, ça, on peut pas le déterminer. En étant sérieux et honnête, on peut pas le déterminer. Donc moi, je veux bien, si j'avais été démagogue, j'aurais dit oui, effectivement, salaud de policier, il l'a fait exprès, etc. Et je me serais fait des alliés. Et en fin de compte, en disant, non, finalement, moi, je refuse d'agir ainsi, je me suis fait beaucoup d'ennemis, j'ai reçu des insultes sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je veux pas tenir ce rôle qui est celui du bon politicien, en fait. C'est-à-dire se faire des alliés à tout prix, prendre le parti le plus simple et puis faire du buzz sur Internet. La justice, c'est quelque chose de plus sérieux et de plus exigeant que ça. Et donc, tant pis, s'il y a des mécontents, je suis pas là pour être populaire, je suis pas candidat à une élection, je suis pas là pour compter les likes sur ma page ou je ne sais quoi, c'est pas du tout mon objectif. Un bico comme ça nage pas. Est-ce que c'est courant d'employer ce type d'expression au sein de la police ? Écoutez, c'est pas malheureusement un cas d'exception. J'ai fait une interview qui a été diffusée sur RT en février. C'était un débat à 4 personnes.
avec d'autres policiers ou représentants d'associations policières. Et moi, je l'ai dit, il y a une violence dans les échanges verbaux au quotidien entre certains policiers qui est une violence raciste, en fait, qui est inadmissible, qui est condamnable par la loi. Et j'ai toujours critiqué l'IGPN sur justement cette propension qu'avait l'IGPN à laisser faire, en fait, c'est-à-dire à fermer les yeux. Moi, je suis passé le 3 janvier 2017 dans l'émission quotidienne d'Yann Barthès, à l'époque à visage flouté, pour dénoncer justement des mails racistes, des échanges de mails racistes entre policiers. Et ça a été le premier acte, on va dire, de mon passage à tabac au plan administratif, en tout cas par l'IGPN, parce qu'il y a une chape de plomb autour de cette question-là. C'est-à-dire que l'extrême droite pèse tellement lourd dans l'institution policière que personne, que ce soit parmi les ministres de l'Intérieur, les hommes politiques ou les responsables de l'institution, n'ose s'y attaquer. Parce qu'il n'y a pas de contrepoids, en fait. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la peau d'un politicien. Il se dit, si je m'attaque au problème du racisme dans la police, je me mets la profession à dos avec tout ce que ça implique, en termes de poids, en termes de fuite d'informations, en termes de procédures, etc. Et puis en face, s'il s'agit notamment des musulmans, en face, il n'y a personne. C'est-à-dire que si, effectivement, je m'attaque au racisme, j'ai personne dans la poche. C'est-à-dire du côté des musulmans, des institutions musulmanes. Eux, ils raisonnent comme ça, si vous voulez. Ils ne sont pas tous dans c'est un rapport de force, ouais. Voilà, et si vous voulez, la communauté musulmane aujourd'hui, si elle existe, elle pèse zéro en termes de rapport de force, que ce soit au plan électoral, que ce soit au plan politique. Moi, je comprends que les responsables politiques ne s'investissent pas dans cette direction, parce que eux, ils raisonnent selon les rapports de force. Et alors, justement, Noam, ouais. je me permets juste une petite question plus générale, parce que c'est vrai que si dans le cas de figure de Villeneuve-la-Garenne, il n'y a pas d'éléments factuels, ou en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas encore d'éléments factuels qui puissent permettre de dire ce qui s'est passé vraiment. Il y a quand même un sentiment général qui d'ailleurs a été amplifié avec le confinement, c'est-à-dire où en tout cas la population, pour parler plus généralement, non pas que de la population musulmane, mais celle des quartiers populaires, se sent visée avec pas des exactions parce que c'est un grand mot, mais en tout cas avec vraiment des événements et des actes parfois très durs. Et quand on t'entend parler du rapport entre policiers déjà qu'il existe sur les thèmes raciaux, etc., on se dit qu'il y a peut-être effectivement un lâcher, enfin en tout cas que la police se lâche sur les quartiers populaires. Bah oui, bien sûr, mais en fait, moi j'ai essayé à mon humble niveau de révolutionner en fait la vision des choses qu'on pouvait avoir dans les banlieues. C'est-à-dire que moi, déjà, je me suis pas présenté comme ce qu'on dirait comme l'arabe de service, c'est-à-dire avec l'idée de dire voilà, je vais servir d'interface entre les autorités et la banlieue. Moi, je suis pas un prophète, je suis pas un représentant. C'est simplement que j'ai vécu dans le système policier. D'ailleurs, officiellement, je suis toujours policier, hein, contrairement à ce que disent certains. Je suis absolument pas renvoyé, viré ou quoi que ce soit de l'institution. J'ai été simplement suspendu à titre temporaire. Et comment dire ? Et donc, j'ai essayé d'expliquer la façon dont ça se passait de l'intérieur, c'est-à-dire entre les différents quartiers, les différentes communautés. Par exemple, on parle de Villeneuve-la-Garenne. Le 92, c'est le département le plus riche de France. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine, c'est le plus riche. C'est le plus grand budget. Donc, le 92, c'est Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, mais c'est aussi Nanterre, c'est Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Le Luth. Donc, il y a quand même des disparités dans ce département. Et donc, il y a des rapports à la police qui sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, on parle du Ramadan, cette note qui a fuité dans le Calvados, où on a invité la police à tenir compte du Ramadan, ça a fait scandale. C'est-à-dire qu'on a les syndicats de police qui ont fait des tracts, c'est inadmissible. Mais il faut dire que 3 semaines avant, on a eu exactement la même note de service sur la communauté juive au moment du Shabbat, en disant ça n'a pas fait écho. Il y a eu quelques protestations, mais c'était beaucoup plus timide. Et donc, c'est pour dire que pour un même fait, en fait, les rapports sont complètement différents. Parce que la communauté juive, moi je l'ai vécu de l'intérieur, elle soutient la police en fait. Donc elle n'a pas d'ennemis dans la police. Parce que quand les policiers viennent devant les synagogues, viennent dans les quartiers peuplés par les gens de la communauté juive, les juifs sont contents en fait. Et ils accueillent la police avec beaucoup d'égards. C'est-à-dire... Pardon de te couper, mais ça voudrait dire que la communauté musulmane, si elle faisait l'effort de se rapprocher de la police, serait, tu penses, mieux... effectivement, parce que moi j'ai toujours défendu l'idée, d'ailleurs ça a été le sens de ma première intervention quand je suis allé défendre les Gilets jaunes chez Cyril Hanouna, j'ai dit la police en fait c'est un service public, il faut se l'approprier.
Et en fait, là, aujourd'hui, les gens des quartiers, musulmans ou pas d'ailleurs, mais majoritairement musulmans, ils en sont très très loin. C'est-à-dire qu'ils perçoivent la police comme un ennemi qui viendrait finalement souiller leur territoire, alors qu'au départ, c'est un service public. C'est-à-dire que le jour où vous faites tabasser, le jour où votre sœur ou votre mère se fait arracher son sac à main, le jour où vous faites cambrioler, bah, vous allez au commissariat, quoi qu'on en dise, que vous le vouliez ou non. Bien Donc, il y a un sûr. moment où il faut s'approprier le service public. Et en fin de compte, moi, je pense que ça change tout. C'est-à-dire que c'est pas forcément un rapport de domination, mais vous vous faites contrôler par la police. Bon, bah, on vous demande votre carte d'identité. Vous avez plusieurs façons de réagir. Vous acceptez le contrôle et puis vous dites à la police, bah, écoutez, voilà, je suis ravi de votre présence parce que je me sens beaucoup plus en sécurité. Déjà, vous êtes un utilisateur du service public quand vous dites ça. Donc, le rapport de force change. Si vous arrivez et puis vous dites, oui, bâtard, nique ta mère, comme ce qu'on voit sur les vidéos, hacha, bah, franchement, ça n'arrange pas les choses. Si vous dites oui, pourquoi vous me contrôlez moi et pourquoi vous n'avez pas contrôlé lui là-bas, etc. Bon, bah, c'est de la prise de tête, vous voyez. Donc il y a un moment où il faut, ça se fera pas du jour au lendemain, mais il faut s'approprier en fait le service public en disant, faut pas le dire comme ça, mais quand vous croisez un policier en disant, bah écoutez, moi je vous vois, je suis très content justement que bah, les impôts que je paye tous les jours bah, profitent à ma sécurité et à celle de ma famille. Et en fin de compte, il faut, bah, quand ça dysfonctionne, il faut justement se donner les moyens de signaler les dysfonctionnements. Et aujourd'hui, les gens, dans les quartiers, c'est une catastrophe. Justement, moi, je voulais revenir à la question. En fait, qu'est-ce que risquent les policiers qui ont tenu ce genre de propos racistes? Bah, en fait, là, déjà, l'effet médiatique a fait beaucoup de bien parce que le préfet de police a demandé la suspension immédiate des deux policiers. Donc, bon, ils ont été identifiés. Et a priori, c'est effectif. Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait eu un premier épisode à Sevran il y a quelques mois où un policier avait cogné sur un médiateur. Le médiateur s'était un peu défendu. Donc le DGPN, le préfet de police avait demandé la suspension. C'était l'ancien préfet de police des policiers. Et c'est le directeur général de la police nationale de l'époque qui a contredit le préfet de police, qui a dit non, on les suspend pas, on les laisse en place. Et il n'y a rien eu. Il n'y a eu absolument aucune pétition, aucune réaction. Bah, c'est normal. Je veux dire... Aujourd'hui, il y a des rapports de force et en fait, aujourd'hui, les collectifs qui s'attaquent à la question des violences policières, etc., ce sont des petits collectifs, en fait. Quand vous regardez Urgence, je crois, Notre police assassine, etc., c'est pas des structures d'ampleur. Quand ils font des manifestations, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça reste des gens relativement marginaux. Il n'y a pas de budget dans les associations. C'est-à-dire que c'est des petites assos qui fonctionnent sur la base du bénévolat. C'est pas des institutions. Donc, je veux vexer personne en disant ça. Mais un président de la République, un ministre, vous lui parlez d'un collectif comme ça de 30 personnes, dont la plupart ont un casier judiciaire ou des liens avec des éléments, on va dire, plutôt défavorablement connus de la justice, bah, ça présente mal. Si c'était, par exemple, un collectif de 10 avocats qui diraient, bon, bah, ok, les violences policières, ça suffit. Et puis, bon, on saurait que derrière les 10 avocats, il y a une capacité de mobiliser au pied levé 50 000 personnes. Bon, bah, ce serait pas du tout la même chose. Donc, concrètement, s'il y avait une vraie organisation, là, il serait fait virer ou comment ça se passe? Bah, en fait, il y a une procédure pour faire virer des gens, il y a le conseil de discipline, etc. Mais en fait, il faut aussi être certain, déjà d'une part, de la culpabilité des éléments s'ils sont fonctionnaires de police, et il faut aussi que les victimes aillent au bout de la démarche. Et aujourd'hui, c'est très, très délicat. Moi, quand j'ai signalé justement les faits de racisme anti-musulman dans la police, le commissaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher 2 ou 3 fonctionnaires d'origine maghrébine dans le service. Il les a auditionnés. Il a dit, bon, est-ce que ce que dit Noam, là, c'est vrai ou pas? Bah, les mecs, ils ont répondu, ah non, c'est un mytho, il raconte n'importe quoi. La police, c'est magnifique. Il n'y a pas du tout de racisme. D'ailleurs, les 3 l'ont dit. Moi, je suis d'origine marocaine. Bon, ils auraient pu être autre chose. Hein. Je suis d'origine marocaine. On me donne un congé pour l'Aïd. C'est magnifique. Vraiment, je me sens très bien. Et le patron, il m'a convoqué. Il m'a dit, regarde, tu vois là, tes 3 copains, là, tes 3 cousins arabes. Bah, regarde ce qu'ils disent. Pas de solidarité, quoi. Ouais, non, mais moi, je n'en aurais pas voulu. Il y en a eu 2. Il y en a 3 qui ont témoigné contre moi. Il y en a 2. Ils ont dit, ah, écoute, Noam, t'es gentil, mais nous, on veut pas de problème. On s'en mêle pas. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez subi au sein de la police? Bon, bah, en fait, il y a le in et on va dire qu'il y a le off et puis il y a le on. Donc, le on, bon, bah, moi, ça va, je me défends assez bien. Bon, physiquement, je suis pas le plus chétif. Donc, du coup, en face à face, en fait, ça bronche pas beaucoup. Bon, quelquefois, il y a eu quelques ricanements. Je pense que l'école de police était assez difficile parce qu'ils avaient la carotte de la titularisation. Oui. Non, c'est ce que tu disais dans ton livre, effectivement, que l'école de police a été quand même un moment difficile, une année difficile. Ah oui, parce qu'il y a toujours le spectre de la titularisation. Donc, bah, en gros,
là, les gens se gênent pas. Ils vous disent, si tu veux être titularisé, tu fermes ta gueule et puis ils vous en mettent plein la vue tous les jours. Puis il faut encaisser. Ça, il n'y a pas le choix malheureusement. Mais après, une fois la titularisation passée, franchement, j'ai été plutôt tranquille. Et ensuite, je me suis aperçu effectivement que c'était plutôt des coups de poignard dans le dos. Et je sais que à un moment, je le raconte dans mon livre, j'ai été mis sur écoute. Il y a eu pas mal de vérifications, de surveillance qui ont été faites. Bon, après, j'ai des gens aussi de mon entourage qui ont fini par lâcher le morceau. C'est-à-dire que j'avais des fonctionnaires des services de renseignement qui étaient assez haineux, qui ont approché des personnes que je connaissais pour essayer en gros, de me tailler un costume. Hein. Je pense que ça fait partie des choses. En gros, pour eux, dès que vous filez pas droit, ils vont utiliser l'argument de l'islamisme. Non, parce que filer pas droit, ça signifierait qu'il y a un acte derrière qui justifie ça. Je pense que c'est simplement par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire fonctionnaire d'origine maghrébine, pas forcément musulman revendiqué, mais en tout cas, j'ai jamais renié mes origines et mes racines. Bon, je revendique pas ma religion parce que je suis neutre dans le cadre du service public, mais je veux dire, c'est évident, s'ils m'ont surveillé, ils m'ont mis sur écoute, ils savent bien que quand je parle en arabe avec mes parents, que je suis musulman. Et donc, naturellement, c'est par rapport à ce que je suis. Et puis, d'origine algérienne. Donc, du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont restés bloqués sur 1962. Donc, en France, quoi qu'on en dise, quand on est maghrébin, être d'origine algérienne, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que on aime bien dire je suis allé à Marrakech ou à Tunis, c'est des vacances, à Mamet, tout ça, génial. Bon, l'Algérie, ça reste quand même un point noir dans l'histoire de France et les relations sont plutôt mauvaises. Donc du coup, forcément, ça complique un petit peu la donne. Mais moi, je me soucie pas trop de ce qu'on pense, de ce qu'on dit de moi, où que ce soit. D'ailleurs, je m'en fous. Moi, je file droit. On va dire, je suis droit dans mes bottes, et puis après, ce que disent les gens, à la limite, Je voulais revenir rapidement sur l'actualité. Après, on passera à votre bouquin plus en détail. Ouais. Pourquoi la plupart des policiers ne reconnaissent jamais les bavures policières avérées ? Parce que déjà, on va dire qu'il y a des dogmes, c'est-à-dire qu'il y a la solidarité de corps, et j'ai envie de dire que, de toute façon, s'il y avait une violence policière et qu'elle était caractérisée, le fait de ne pas la signaler, c'est déjà un niveau de complicité par passivité. Donc, quand il y a une violence policière, en fin de compte, en réalité, dès le premier soir, c'est-à-dire si elle a lieu le soir, le rôle de chaque policier, ce serait de la signaler par rapport. Donc, si elle n'est pas signalée, ça signifie que d'ores et déjà, on s'est positionné en complice. Et c'est pour ça que moi, sur Twitter, il y a un moment où quand on m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, j'ai dit aux gens, quand vous avez des vidéos témoins comme celles qui sont sorties, attendez 4 jours ou 5 jours avant de les diffuser. Comme ce qui s'est passé pour Sevran, par exemple. La vidéo est sortie 4 ou 5 jours après. J'ai dit, ça, en réalité, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que tous les policiers sont rentrés, ils ont travaillé 2-3 jours après. Donc, s'ils n'ont rien signalé et qu'on apprend les choses 4 ou 5 jours après, ça leur laisse pas le temps ou la possibilité de dire oui, mais on n'a pas eu le temps justement de signaler les faits par rapport. Et quand bien même ils les ont signalés, il y a leur version des faits, mais eux, ils savent pas qu'ils ont été filmés. Donc, quand il y a un rapport écrit qui est consigné, qui est figé et qui dit il s'est passé ça, 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 et on attend 15-5 jours après et on s'aperçoit que le rapport était mensonger, justement, c'est beaucoup plus simple après de le traiter judiciairement. Mais quand vous faites les tocards, pardon, je suis désolé, c'est un peu un jugement de valeur, mais à sortir la vidéo le premier jour, le policier, il voit qu'il a été filmé, donc il a tout à fait la possibilité de se retourner et de formuler un rapport qui soit cohérent avec ce qu'il y a sur les images. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, ça ne le met pas en difficulté. Donc, en fait, il faut toujours attendre un petit peu en réalité. Et si le policier est de bonne foi, il n'a rien à craindre de la vidéo, puisque ce qu'il va inscrire sur son rapport, ce sera en cohésion ou en cohérence avec ce qui est noté, avec ce que la vidéo va montrer. Vous voyez ? Voilà. Mais en fait, il faut toujours attendre. Mais les gens, ils sont là dans une optique de buzz. Ouais, allez, j'ai un truc, je vais le sortir tout de suite, je vais être le premier à sortir. Et puis à la fin, en fait, sans parler des faits mensongers, c'est la personne à la Courneuve qui dit oui, le policier a tiré sur le mec, c'est pour ça qu'il a allongé, etc. Ça décrédibilise totalement la lutte contre les violences policières quand elles ont lieu.